Bonjour. Qui n'a pas rêvé de rendre sa grandeur à la planète? Quel projet enthousiasmant, surtout quand c'est notre président de la République qui le dit. Make our planet great again. Rendre sa grandeur à la planète, c'est-à-dire accélérer la transition énergétique, développer des technologies vertes que vous connaissez tous, les panneaux solaires, les éoliennes, les voitures électriques. Cette transition énergétique, c'est un petit peu le basculement du bas Moyen-Âge à la Renaissance. C'est un petit peu le basculement de l'ombre à la lumière. Tout va être merveilleux dans ce nouveau monde green, smart, durable. Et puis, nous allons créer de nouveaux modèles économiques. Nous allons développer des emplois d'excellence dans des filières extrêmement pointues. Nous allons nous remettre en selle dans la bataille de la compétitivité, alors que la désindustrialisation nous a souvent fait beaucoup de mal ces dernières décennies en France. Voilà le discours sur la transition énergétique. C'est un discours qui est positif, qui est rassembleur, c'est un beau discours. Simplement, moi, je suis journaliste et je me méfie un peu des beaux discours. Quand j'ai commencé ce métier il y a une dizaine d'années, je travaillais sur la question de la criminalité financière, du financement du terrorisme, et je m'intéressais dans mes premiers reportages sur la manière dont Al-Qaïda était soupçonné de se financer via le commerce de certaines matières premières. Alors, depuis ces dernières années, je ne me suis plus intéressé à Al-Qaïda. En revanche, j'ai continué à m'intéresser aux ressources. Et plus précisément, aux ressources minérales notamment, et plus précisément à ces matières premières minérales, ces métaux sans lesquels on ne pourrait pas réaliser la transition énergétique, sans lesquels il n'y aurait pas de technologie verte. Et ces métaux, on les appelle les métaux rares. Alors dans la nature, vous avez ce qu'on appelle les métaux abondants. Tout le monde connaît ces métaux abondants, le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc, pas de secret pour vous. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans une mine se trouvent également des métaux rares, une trentaine de métaux rares qui se trouvent dans l'écorce terrestre dans des proportions infiniment moindres, 1000, 2000, 3000 fois moindres que les métaux abondants. Alors si je vous les raconte, si je vous les cite, je suis obligé de faire de la poésie. Vanadium, indium, gallium, samarium, et pourquoi pas lutécium, praséodyme, et ainsi de suite. Ces métaux sont indispensables aux technologies vertes. C'est un peu le pétrole du XXIe siècle. Elles sont les vitamines des technologies parce que grâce à elles, eh bien, les panneaux solaires, certaines technologies de panneaux solaires peuvent nous chauffer, les voitures électriques peuvent rouler, et grâce à eux, eh bien, les rotors des éoliennes peuvent tourner. On ne pourrait pas se passer d'eux. Alors pour joindre tous ces beaux discours à l'observation, ou l'observation à ces beaux discours, je suis venu avec un métal rare, et un métal rare, ça ressemble à ça. Alors ceci s'appelle du néodyme, et ce néodyme, qui est donc un type de métal rare, eh bien, il se trouve dans l'une des zones les plus sensibles de Chine, plus précisément en Mongolie intérieure, au nord-ouest de Pékin, et c'est là que je vous emmène. En Mongolie intérieure, on extrait ces métaux rares, et notamment ce métal rare en particulier, dans des conditions épouvantables. Épouvantables pour la nature, pour les nappes phréatiques, pour les sols, pour les fleuves, et puis épouvantable pour les hommes, les femmes et les enfants qui travaillent autour de ces zones minières. Et revenir de ce terrain-là et constater cette réalité m'a fait prendre conscience de deux conséquences. Une première conséquence qui est écologique. En fait, nous avons laissé d'autres pays que nous, les plus pauvres, extraire ces métaux et les raffiner pour qu'ensuite nous puissions les racheter propres, les mettre dans nos technologies vertes et dire que nous sommes écolos. En fait, nous avons délocalisé la pollution. Donc voilà pour un volet écologique. Et puis surtout, il y a un volet géopolitique, et c'est ça dont je voudrais vous parler. Parce qu'en réalité, en laissant cette pollution ailleurs, finalement, nous avons abandonné le monopole de l'extraction de ces métaux rares à d'autres pays que nous. Alors, de quel pays parle-t-on? On parle de la RD Congo, le Congo-Kinshasa, mais on parle également de l'Afrique du Sud, le Kazakhstan, et puis surtout, la Chine. La Chine aujourd'hui est le pays qui produit une ribambelle de ces métaux rares. Et il n'en produit pas qu'un peu, il en produit beaucoup. Il en produit la majorité, voire il a un leadership, voire un monopole sur la production de certains d'entre eux. Il produit jusqu'à 95% de certains de ces métaux rares. Quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a des conséquences très concrètes sur nos économies. Parce que depuis le début des années 2000, eh bien, la Chine en fait, use de ce monopole à son avantage et à notre détriment. Depuis le début des années 2000, qu'est-ce qui se passe? La Chine commence à vendre ses matières premières plus chères aux clients étrangers et moins cher pour avantager les industriels chinois du high-tech et du green-tech. Elle a l'agence des quotas, donc moins d'exportation de ces matières premières à l'étranger, de façon à garder la ressource sur son territoire. Et puis, en 2010, embargo vers le Japon et les États-Unis, plus de certains métaux rares, et plus précisément les terres rares, une catégorie métaux rares, plus de terres rares vers le Japon pendant 6 mois. En fait, la Chine nous place face à un dilemme assez clair. De deux choses l'une, soit vous, industriels occidentaux, vous restez chez vous, mais vous n'aurez pas accès à autant de matières que vous ne le voudriez. Ou alors, faites mieux, venez en Chine, et là vous aurez un accès illimité et pas cher
aux ressources qui sont indispensables pour rendre sa grandeur à la planète. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous allons en Chine. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous délocalisons en Chine l'accès à la matière. Et ça a accéléré notre mouvement de délocalisation de certaines industries, notamment Green Tech, vers l'Empire du Milieu. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on vient en Chine? On vient avec nos technologies, on vient avec notre savoir-faire, on signe une co-entreprise avec la Chine, détenue à au moins 50% par un partenaire chinois, qui apprend très vite, qui co-innove, comme il dit, c'est-à-dire prend nos brevets, rajoute une virgule et dit « maintenant, ce brevet, c'est le mien ». Et de fait, la Chine a accéléré de façon absolument fulgurante ces 20 dernières années sur toutes ces technologies qui utilisent les métaux rares, ces technologies vertes. Paradoxe, la Chine est l'un des pays les plus pollués de la planète, ça tout le monde sait. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la Chine, c'est aussi un géant vert. C'est aujourd'hui le pays qui produit le plus de technologies vertes. C'est le premier fabricant de panneaux photovoltaïques, c'est le premier fabricant d'éoliennes, c'est la première puissance hydroélectrique de la planète, et c'est même le premier marché pour les voitures électriques. Donc voilà ce que l'on constate, c'est que qui contrôle le minerai contrôle l'industrie, ça profite à la Chine, mais ça se fait à notre détriment. Alors, face à ce que je vous dis, face à cette situation, il y a deux solutions, des solutions de court terme et de long terme. D'abord, de court terme. De court terme, ça induit une question qui est absolument scandaleuse. La question, c'est est-ce qu'il faut réouvrir des mines, y compris chez nous? Parce qu'une étude française nous dit qu'à ce rythme de consommation, d'ici 2050, donc dans les 32 prochaines années, pour tous nos besoins en général, et notamment nos besoins de green tech, nous allons devoir extraire et consommer davantage de métaux que tout ce que l'humanité n'a jamais consommé comme métaux depuis 70 000 ans. Donc ces métaux, où allons-nous aller les chercher? On continuera à les chercher en Chine? Donald Trump se dit, il y a un petit problème de souveraineté minérale, je ne peux pas dépendre des Chinois, je vais réouvrir mes mines de minerais critiques aux États-Unis de façon à ne pas dépendre de la Chine. Et nous, en France, qu'allons-nous faire? Alors ensuite, il y a bien évidemment des questions des solutions de long terme. Et ces solutions de long terme, elles impliquent de changer notre mode de consommation qui pousse au gaspillage aujourd'hui et qui du coup accroît notre vulnérabilité stratégique. D'abord, changer nos modes de consommation, c'est comprendre quelle est l'empreinte matière de nos produits. Il y a une empreinte carbone pour ce que nous faisons, ça tout le monde le sait. Empreinte carbone, on sait, on achète un billet à la SNCF, il y a marqué combien ça génère de carbone de voyager sur un trajet à la SNCF. Mais qui sait qu'il y a une empreinte matière première? Qui sait que quand on achète un téléphone de 120 grammes qui se glisse dans la poche, eh bien pour 120 grammes à l'arrivée, il va falloir en fait utiliser 70 kilos de matière pour arriver à ce produit de 120 grammes. Ça, c'est l'empreinte matière première. Il faut des indicateurs pour exprimer cela. Et puis, quand nous aurons compris cela, eh bien, nous serons plus réactifs pour agencer des cycles, des économies, des boucles d'économie circulaire. Et puis, pour favoriser la réutilisation, les réemplois des produits, pour lutter contre l'obsolescence programmée des technologies, qui est un véritable scandale, et également pour substituer certaines technologies par d'autres, recycler, éco-concevoir, et ainsi de suite. Ces solutions, elles nous montrent qu'en réalité, la transition énergétique, c'est surtout une transition qui se passe dans nos têtes. C'est une transition intérieure que nous devons peut-être mener, certes collectivement, et aussi, d'une certaine manière, en chacun de nous individuellement. Jean Monnet disait « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, et ils ne voient la nécessité que dans la crise. » Jusque maintenant, il a eu raison, mais demain, saurons-nous lui donner tort? Je vous remercie.